On file du côté de l'Elysée où Emmanuel Macron ne semble plus savoir où donner de la tête avec un voyage en Nouvelle-Calédonie pour tenter de trouver une issue à la crise là-bas, une proposition de débattre avec Marine Le Pen avant les élections européennes, un Premier ministre envoyé au front devant Jordan Bardella pour un débat qui a surpris les commentateurs et certains candidats comme François-Xavier Bellamy notamment. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas un peu trop partout au risque d'être au final nulle part? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'agitation au palais de l'Elysée? Qu'est-ce que tout ceci veut dire? J'ai trois invités pour répondre justement à tout ce petit lot de questions. À mes côtés, Dorian Dreuil. Salut Dorian. Salut. T'es politologue, t'es expert associé à la Fondation Jean Jaurès, tu es par ailleurs enseignant à l'université Paris-Nanterre, j'ai tout bon? Tout bon. À tes côtés, en face de moi, André Vuettas, toi tu es autrice du podcast Trait d'Union et journaliste à Public Sénat. C'est quoi Trait d'Union? Salut Audrey. Salut, c'est un podcast pour expliquer l'Union Européenne à celles et ceux qui n'y comprennent rien. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, moi aussi. Et donc j'interviewe chaque semaine des gens qui savent et j'essaye d'expliquer les choses un peu simplement sur des sujets d'actu ou des sujets d'histoire de l'Union Européenne. Eh ben, j'espère que ce sera l'occasion pour toi d'en reparler encore un petit peu, puis de montrer que tu vulgarises très très bien. Et j'en suis sûr, on va mettre le lien peut-être dans le chat vers ton podcast. Et à tes côtés, toujours en face de moi, Clara Bauer-Babef. Toi, tu es journaliste à Euractiv, c'est un site spécialisé sur l'Europe. Bonjour, tout à fait. Salut et bienvenue à tous les trois. Au troisième et dernier jour de sa visite d'État en Allemagne, Emmanuel Macron a prononcé un discours pro-européen à tout le moins, à moins de 2 semaines désormais des élections européennes. Le chef de l'État a de nouveau souligné l'importance d'une Europe forte, d'une Europe unie pour faire face aux extrêmes nationalismes. Il a de bonnes raisons de s'inquiéter, Emmanuel Macron. Répond qui veut. Vous avez 3 heures. Dorian. Je peux commencer. Il a 2 bonnes raisons de s'inquiéter. D'abord, une première raison, et le discours revient de plus en plus dans sa bouche et dans celle d'autres candidates, c'est que cette élection, c'est sûrement celle dans l'histoire de la démocratie européenne qui sera le plus attaquée, à la fois de l'extérieur par des tentatives de déstabilisation du processus électoral, et à la fois de l'intérieur par des candidates, des candidats qui font le jeu de cette élection et de ces institutions pour pouvoir mieux les affaiblir de l'intérieur. Donc ça doit être légitimement sa première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, qui est plus politique, c'est que Emmanuel Macron, son fil rouge idéologique et politique depuis son élection, c'est la question de l'Europe. Et qu'aujourd'hui, sa liste, sa candidate, est 2 fois moins créditée d'intention de vote que celle du Rassemblement national, contre qui il a instauré un match depuis le début de sa vie politique, toujours gagné jusqu'à présent, et qui là risque d'être un peu amoché. Donc il a raison de s'inquiéter. Après, il y a la manière dont on prend cette inquiétude qui peut différer, c'est faire des discours sur la démocratie et sur l'enjeu européen en tant que chef de l'État et président de la République, c'est une chose. Rentrer dans la campagne au mépris de toutes les règles institutionnelles et politiques, c'en est une autre. Il n'y a pas comme eux qui dit pour qui vont voter les invités, mais on ne répond pas à ce genre de questions. Audrey, vas-y, je t'en prie. Moi, je suis d'accord avec toi. Et peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on a vu pendant longtemps Marine Le Pen et le Rassemblement national prôner un Frexit, une sortie finalement de l'Union européenne. Et là, maintenant, il y a eu un changement de paradigme, changement de manière de faire. Et c'est plutôt, en fait, on va affaiblir l'Union européenne, on va lutter ou on va rester sur nos bases, mais plutôt de l'intérieur, donc en étant au sein des institutions, au sein du Parlement européen. Donc en effet, c'est un vrai point d'inquiétude, puisque c'est vrai que c'était un peu compliqué, surtout après le Brexit, de défendre un Frexit, et donc là on pouvait un petit peu taper sur cette idée. Finalement, se faire élire pour faire un blocage de l'intérieur, là la menace elle est un petit peu plus réelle, je dirais. Clara? Oui, absolument, je suis assez d'accord avec Audrey. La menace, elle est plus réelle. Et ce qui se passe en France, notamment avec cette normalisation du Rassemblement national à laquelle on assiste, en fait, c'est pas un cas spécifique français. Ça fonctionne aussi, malheureusement, dans d'autres pays de l'Union européenne. Et c'est pour ça que quand Emmanuel Macron, en fait, il se rend en Allemagne, il me semble que c'était précisément pour la fête de l'Europe, il ne peut pas, en réalité, faire l'impasse sur ce qu'il se passe en ce moment à 2 semaines du scrutin. Et c'est aussi un moyen pour lui, comme le disait Dorian, de refaire son duel un peu favori avec le Rassemblement national. Oui, et le duel dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est ce fameux débat proposé entre... c'était peut-être ta question suivante, donc je flingue un peu ton... On peut aller dans tous les sens, il y a déjà des questions dans le chat. Vas-y. C'est ce fameux débat qui a été proposé par Emmanuel Macron à Marine Le Pen, qui a répondu favorablement en y mettant ses conditions, et du coup, cette espèce de micro-phénomène qui du coup agite tout l'écosystème, les médias, les politiques, autour de quelque chose qui est une absurdité démocratique en soi, qui n'a pas de réalité institutionnelle. D'un côté, parce que
Marine Le Pen, je crois, n'est pas sur la liste du Rassemblement national. À moins qu'elle soit tout à la fin pour la porter, mais il me semble pas. Lui n'est pas le candidat de la majorité, et lui est normalement dans un costume de chef de l'État. Le président de la République, dans les institutions de notre Constitution, c'est le garant des institutions, et c'est pas le dirigeant d'un mouvement, le chef des marcheurs ou le porte-parole d'un camp. Donc il y a quelque chose de très bizarre en termes de démocratie sur cette élection qui s'installe, et en faisant ça, il y a aussi la légitimation d'une espèce de confiscation de débats européens entre deux listes, alors même, je crois qu'il y a 38 listes candidates, donc il y en a pour tout le monde normalement sur cette élection. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une idée qui est représentée. Ça va du parti pirate à des partis souverainistes, enfin, le spectre il est hyper large. En fait, je pense qu'il essaye, dans un dernier élan, peut-être un peu dernier espoir finalement, de tenter le tout pour le tout. On est à moins 15 points à peu près du Rassemblement national, ok j'y vais. Et je pense qu'il essaye de refaire en fait ce qu'il a fait en 2017 et qui avait plutôt bien fonctionné. Parce que clairement, au débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il l'avait plié. Enfin, elle avait du mal sur ses dossiers, ça avait vraiment pesé. Et je pense qu'il se dit, elle n'était pas en forme. Et je pense qu'il se dit, bah voilà, je retente le coup, je refais ce que j'ai fait en 2017 et qui avait vraiment fonctionné pour moi, et j'y vais, je mets toutes mes forces dans la bataille. Ça fait un peu solution du désespoir entre guillemets, et ça donne un peu l'impression que ok, on a essayé tous les échelons, maintenant il n'y a plus que moi pour sauver les choses, quoi. Il y a Dadi qui vient nous rejoindre. Salut Dadi. Il y a Kyle qui nous dit si Marine Le Pen est en dernière position sur la liste RN. Kyle qui vient de vérifier. Je t'ai coupé la chic, Clara. Non, je voulais juste ajouter que également, si on élargit un peu la focale, déjà on voit qu'en fait le Rassemblement national dicte un peu l'agenda politique et de ces élections européennes, alors qu'il est finalement assez silencieux parce qu'aucune de ses propositions de débat ne venait de ce parti-là. Et surtout, je pense que c'est également un moyen pour Emmanuel Macron d'effacer complètement des débats Raphaël Glucksmann et sa liste PS Place Publique, qui talonne, on le sait, dans les sondages Valérie Hayé. D'un point, je crois. À peine, oui. Oui. Et plus on avance vers les sondages, plus il me semble que l'écart se réduit. Mais oui, c'est à peu près un point. Et du coup, c'est aussi un moyen pour lui de dire non, mais attendez, c'est pas un danger, Raphaël Glucksmann. C'est encore une fois le danger, c'est l'extrême droite. Et du coup, j'instaure ce duel, ce duo, ce débat entre nous deux. Mais ça exclut, alors il y a plus d'une trentaine de partis, mais surtout ça exclut celui qui arrive juste derrière en troisième et pas à 10 points d'écart, qui talonne vraiment la majorité présidentielle. Il y a Code dans le chat qui pose une question, qui dit bonjour. Le RN n'est-il pas un parti anti-européen ? Est-ce que le vote Rassemblement national n'est pas un vote avant tout contre l'Europe ? Il semble que non. Hein. Moi, j'ai l'impression, en fait, on a tellement, et le Rassemblement national a tellement nationalisé ce débat, mais aussi l'exécutif, que finalement, j'ai l'impression que le vote Rassemblement national, il y a des voix forcément qui s'élèvent et qui sont anti-européennes et qui vont voter pour le Rassemblement national, mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui vont voter un peu en contestation à la politique de l'exécutif actuel. Donc je dirais, alors je ne connais pas le pourcentage de gens qui sont anti-Europe ou de gens qui vont sanctionner Emmanuel Macron, mais voilà, ça se divise. C'est pas qu'un vote anti-européen à mon avis. Oui, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, donc quand on regarde les enquêtes, même sur les panels les plus solides à la Fondation Jean Jaurès, on a un panel de 11 000 personnes qu'on suit tous les mois, c'est Le Monde, Montaigne, Jean Jaurès et IFOP, je crois. La donnée qui est nouvelle sur cette élection-là, c'est que le RN est devenu ce que la science politique appelle le parti attrape-tout. C'est-à-dire qu'il performe et surperforme à peu près sur toutes les générations, sauf les moins de 25 ans, mais au-dessus, partout, toutes les catégories socio-professionnelles, et réunit des gens plutôt d'une sociologie politique de gauche, de droite. En fait, c'est en train de devenir ce qui était en 2017 déjà En Marche, le parti attrape-tout, pour montrer qu'il n'y a finalement pas de cohérence ou cohésion idéologique très forte, mais aussi des bouts de vote contestataires, de vote d'énervement, et quelque chose qui remonte ou qu'on peut observer sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup, c'est le côté, le vote anti-Macron, en fait. C'est le seul moyen pour lui infliger une défaite cuisante. Donc il n'y a pas forcément une réalité anti-européenne dans ce vote-là, mais autre chose de colère qui se cache derrière, je pense. Oui, absolument, je pense que tu as raison. En fait, c'est beaucoup plus large que ça et ce serait assez réducteur de cantonner l'électorat du Rassemblement national et de Jordan Bardella, notamment si on parle des élections européennes, à juste des électeurs dans ce cadre-là de la campagne anti-Europe.
Il s'agissait aussi pour Emmanuel Macron, si on veut repartir un petit peu sur l'Europe et quitter la politique interne, si je puis dire, on va y revenir, on a 1 heure. Pour Macron, c'était aussi, il fallait un peu rabibocher Paris et Berlin, parce que le couple franco-allemand bat de l'aile. Alors le truc qui est trop marrant, c'est que justement pour un des épisodes du podcast, j'étais allée interroger des Alors à chaque Allemands. fois qu'on parle du couple franco-allemand, on dit qu'il bat de l'aile. On dit qu'il bat de l'aile, mais surtout en fait les Allemands, eux, ils disent pas couple. Et on est les seuls à dire couple. Ils disent moteur. Donc en fait, ils sont là, le moteur s'enraye, le moteur crachote, et nous on est très romance, on parle couple. Oui, en effet, le couple, on va dire couple en allemand, les Français, bat de l'aile, parce qu'en fait, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ils s'apprécient pas trop. Ils s'aiment pas trop, alors ils essayent de pas trop le montrer, mais on sent qu'ils sont un peu concurrents. Et c'est vrai que c'est pas des tandems comme on a pu voir par le passé entre Merkel et Sarkozy, où finalement ça fonctionnait plutôt bien. Et puis quand on remonte avant, il y avait d'autres tandems qui marchaient vachement bien. Je dis tandem comme ça fait pas moteur du couple. Ouais. Donc oui, c'était un peu une manière, finalement c'était une visite d'État hyper solennelle. C'était une manière finalement de se rapprocher, en tout cas de recréer des liens. Et puis je sais pas si vous avez suivi, mais Emmanuel Macron, il a pris des cours d'allemand pour prononcer un discours en allemand. D'ailleurs, tout le monde a salué son allemand. Enfin voilà, il y a des gestes qui sont faits pour essayer de renouer un peu ce lien, parce que c'est vrai que, alors c'est très auto-centré ce que je veux dire, mais comme la construction européenne, elle se fait un peu sur cette relation entre la France et l'Allemagne, mais depuis le tout début, en fait, quand ce moteur il est un peu enrayé, c'est un peu compliqué finalement d'avancer, notamment sur des histoires de défense ou ce genre d'autres sujets. Donc voilà, il y avait quand même aussi cette tentative de rabibochage. Ouais, en effet, t'as raison. Il y a Pinoufou qui nous a rejoint. Salut Pinoufou. Il y a JCD qui nous dit on aurait dû marier Renault et Volkswagen, ce qui n'est pas complètement imbécile. Un vent mauvais souffle en Europe. Réveillons-nous, dit le chef de l'État. Politiquement, Emmanuel Macron qui agite le chiffon rouge de la fin de l'Europe, c'est du pragmatisme, c'est de l'opportunisme. Quelques semaines donc avant les élections. Si on qualifie un peu, c'est ce qu'il avait dit dans le discours Sorbonne 2 sur l'Europe est mortelle. L'Europe en elle-même, non. Ce qui est mortel dans cette élection, et qu'on verra pas de suite le 10 juin, mais plus tard, c'est la démocratie européenne. Et une certaine idée de la démocratie européenne. Et le vent mauvais qui arrive, c'est effectivement tous ces mouvements et partis populistes, généralement d'extrême droite, qui ont une glorification plus des régimes autocrates ou des formes autocratiques de systèmes politiques que celui de la démocratie. Donc ça, c'est une certaine réalité. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on disait qu'il y a des partis qui avancent masqués. Il y a cette volonté de bloquer de l'intérieur le fonctionnement des institutions européennes, et qui s'annonce comme une vague dans plusieurs pays, pas au point mais je parle sous le contrôle d'experts, d'emporter des majorités ou de recréer des majorités avec un socle plutôt à l'extrême droite, mais une capacité de blocage et de faire vivre des débats, des idées, de continuer à inscrire à l'agenda public et médiatique, cette fois-ci à l'échelle d'un continent, des thèmes et thématiques. Et ça, c'est la victoire de ce que appelle, c'est un super bouquin de Giuliano da Empoli, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. C'est ça, en fait, le vent mauvais qui arrive. C'est toutes ces formations qui ne proposent pas d'idées politiques ou de vision politique sur cette élection, mais qui surfent sur les colères, qui surfent sur les peurs, qui d'une certaine manière, les engrainent, les entraînent pour arriver à déstabiliser des fonctionnements démocratiques. Oui, absolument, déstabiliser des fonctionnements démocratiques. Et comme on le disait, ce couple franco-allemand, pour reprendre l'expression, c'est connu, c'est pas un secret, sur le nucléaire, sur les règles budgétaires. Ce sont deux pays qui ne sont pas en général totalement en accord. Là, pour le coup, c'est une visite d'État. C'était pas arrivé depuis 2000, il me semble. Je crois que c'était Jacques Chirac, le dernier président, parce que peut-être pour le dire rapidement, mais Macron s'est évidemment déjà rendu en Allemagne, mais il y a différents stades de visite. Là, on parle d'une visite d'État. Alors, tu peux expliquer peut-être ce qu'est une visite d'État? Il y avait une question dans le chat sur la visite d'État. Et la visite d'État, c'est le seuil maximal. Exactement, voilà. En termes de président allemand sur les photos. C'est pas Olaf Scholz. Là, c'est vraiment le président allemand. Donc voilà, en termes de protocole, c'est le plus haut stade d'un chef d'État qui se rend dans un pays à l'étranger. Donc il y a aussi évidemment une symbolique très forte. Et c'est aussi peut-être l'occasion, si on file cette métaphore du couple, de se retrouver et surtout de se montrer unis. Alors évidemment, on peut penser en termes de timing, mais rappelez-vous, c'était une visite qui était prévue l'été dernier. Mais il y avait eu les émeutes. Avec les exactement, ouais. Et donc elle arrive presque un an plus tard, du coup dans un contexte qui lui est du coup plutôt favorable pour se montrer unis en tout cas.
Et puis Noufou qui dit la démocratie au sein de l'Union est tellement mal gaulée et mal expliquée qu'elle est inexistante. Bon, c'est pas tout à fait vrai quand même. Et Anis qui nous dit, blague à part, à quoi sert le président allemand? Perso, je l'ai découvert avec la visite. Il sert pas grand-chose, le président allemand. Non, c'est pas comme chez nous où finalement le président est hyper important. Là, comme c'est un régime parlementaire en Allemagne, le président, il a surtout un rôle honorifique. Il coupe des rubans, quoi. Les chrysanthèmes. La fameuse inauguration des chrysanthèmes. Et il y avait une question, pardonnez-moi, je lis le chat qui défile un peu vite. Une fois qui dit non mais attendez, avant de se dire que la démocratie européenne pourrait disparaître en voulant faire porter la responsabilité à des partis, il faudrait déjà s'interroger sur la médiocrité de la démocratie de l'Union. Et je suis un unioniste des nations. Bon, en gros, c'est quoi? Excusez-moi. C'est une vraie question, mais les deux s'opposent pas et s'empêchent pas. On peut considérer que la démocratie européenne, elle est encore insuffisamment démocratique, qu'il y a des outils pour l'améliorer, qu'elle peut s'ouvrir aux citoyennes, aux citoyens avec plus de démocratie participative, délibérative, mais aussi considérer qu'il y a un faisceau d'indices de certains partis politiques qui, historiquement et dans leur discours et dans leur construction intellectuelle, s'opposent au principe même de démocratie européenne. Oui, je suis d'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est pas faux. Il y a un problème de démocratie au niveau européen déjà, de connaissance et de communication, parce que ça aussi, ça participe à la démocratie. Je trouve qu'il n'y a pas assez un travail qui est fait, mais j'en prends ma part aussi parce que je suis journaliste, mais d'essayer d'expliquer les choses, c'est ça aussi la démocratie, c'est que voilà, tout le monde sache finalement pourquoi il ou elle va voter le 9 juin. Et il y a aussi des forces qui poussent un peu au Parlement européen. En fait, le Parlement européen, il n'a pas le droit de proposer de loi, pas comme l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et ça, il y a des gens qui demandent en disant c'est la seule institution qui est élue directement par les citoyens européens. Pourquoi elle n'aurait pas le droit, elle aussi, de proposer des lois? Et ça participerait aussi à la démocratie. Ce ne serait pas que proposé par la Commission, mais aussi par le Parlement. Clara ? Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. On peut complètement questionner le fonctionnement de l'Union européenne, de ses institutions. Surtout que c'est quand même tout est plus ou moins basé à Bruxelles, à part le Parlement qui est aussi à Strasbourg. Mais du coup, parfois, on a du mal à voir concrètement ce que tous ces règlements, ces actes, si on peut dire ces lois européennes de manière un peu grossière, votées à Bruxelles, donnent dans la vie des citoyens. Donc, je pense qu'il est important de questionner ce fonctionnement. Par exemple, il y a plusieurs types de votes. Il y a le vote à l'unanimité, et parfois on a des pays comme la Hongrie de Viktor Orban qui font bloc contre en fait 26 États membres, et pour un droit de veto qui est donc celui de la Hongrie, un vote ne passe pas. Il y a aussi le vote à la majorité qualifiée, donc effectivement c'est compliqué. Comme le disait Audrey, et en tant que journaliste je ne peux que aller dans ce sens, c'est aussi un manque d'information et d'accès peut-être à cette information justement sur l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait remettre en question, mais je pense que s'y intéresser et participer et prendre part à ces élections, c'est aussi évidemment un moyen de faciliter l'accès et d'être beaucoup plus au fait du fonctionnement. De rien. Ah non, pardon, je te voyais... Non, j'étais en train de réfléchir en vous écoutant. Non, je me disais, c'est vrai qu'il y a quand même de l'intérêt pour ces élections. C'est ça qui est assez surprenant. Ouais, il y a un paradoxe. De manière un peu inédite. De manière un peu inédite, il y a un paradoxe assez fou, moi, que je vois dans les enquêtes où il y a des gros panels en tout cas. Il y a un truc depuis 6 mois qui augmente énormément, c'est l'intérêt pour le suffrage. Et quelque chose qui augmente beaucoup moins, c'est l'intention de participer. Globalement, dans les enquêtes qu'on a, il y a plus 10 points sur est-ce que cette élection vous intéresse ou pas, et plus 1-2 points sur est-ce que vous comptez aller voter. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de dissonance démocratique qui commence à s'installer entre j'ai envie de suivre la spectacularisation des débats, ou est-ce que ça va donner, quel impact ça va avoir. Pour autant, en tant que citoyen, on se projette moins en tant qu'acteur et potentiel votant. Les Norvégiens, ils ont une expression pour ça, moi je trouve très drôle, c'est les votants de canapé. C'est des gens qui sont passionnés de politique, qui sont passionnés par l'élection, mais qui font ça depuis leur télé, devant les débats, devant les soirées électorales, et qui vont pas forcément voter. Il y a Don Mescalito qui pose une petite question, donc vous pouvez répondre de façon courte. C'est quoi cette histoire de couple franco-allemand? Ça vient d'où? Est-ce que les Espagnols parlent aussi de couple franco-allemand?
Je me lance. En fait, on parle de ce couple tandem franco-allemand parce qu'en fait, quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, en fait, y a beaucoup de gens qui sont un peu traumatisés et qui veulent un peu humilier l'Allemagne. Le pays il est divisé. En fait, ils veulent vraiment. Il y a eu un tel traumatisme qu'en fait, on veut totalement humilier cet ennemi. Et en fait, il y a des voix qui s'élèvent pour dire non. En fait, c'est pas du tout la bonne manière. Ça va nous reconduire à un troisième conflit mondial très clairement. Donc l'idée, finalement, c'est de tendre la main à l'Allemagne et ça se fait assez naturellement il y a plein de gens dans l'Europe à l'époque, mais par beaucoup de Français. Et en fait, cette idée de se dire, donc on va leur tendre la main, on va créer un marché commun. À l'époque, c'était un marché de l'acier et du charbon. Pourquoi ? Parce que ça nous permet déjà de les aider à se reconstruire et finalement de ne pas humilier l'ennemi. Et en même temps, de vérifier s'ils n'utilisent pas un peu trop d'acier et de charbon parce que c'était les matériaux pour faire la guerre. Et donc, en fait, de garder un peu la main dessus. Et tout au long de la construction européenne, donc dès le début, il y a toujours ce lien entre la France et l'Allemagne, et avec des présidents et des chefs de gouvernement différents, mais tout au long, ça s'est vraiment toujours revu. On l'a même vu récemment avec Sarkozy et Merkel quand il y a eu la crise de la dette grecque. En fait, à chaque fois, ce couple ou ce moteur revient un peu sur le devant de la scène. Alors évidemment, il y a aussi des partenariats entre la France et plein d'autres pays. Il y a des alliances aussi, mais c'est vrai qu'il est un peu central, ce couple ou ce moteur franco-allemand. Il y a Tomato qui demande plutôt le problème des démocraties européennes tiennent beaucoup au manque de transparence et à l'absence de contre-pouvoir bien établi. C'est quoi la marge de manœuvre du Parlement européen pour réformer ses propres institutions ? Justement, je pense c'est un cours de droit européen. Alors, je ne serais pas l'experte du droit européen, mais il y a un événement très intéressant qui s'est passé durant ce mandat et qu'on a appelé le Qatar Gate et qui justement a complètement remis en question la transparence du Parlement européen. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y avait un peu comme dans un film. Au final, il y avait des valises de cash, mais littéralement qui avaient été retrouvées pour la citer, la députée grecque, l'eurodéputée grecque, Eva Kaili. Et d'autres députés avaient été impliqués, mais voilà, le fond, le démarrage de ce scandale, c'était ça. Et effectivement, ça a mis en lumière la transparence des institutions, alors particulièrement du Parlement européen, et à tel point que les eurodéputés se sont en fait penchés sur la rédaction d'un texte de nouvelles règles pour dire mais attendez, comment est-ce que ça a pu arriver, comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, les parlementaires en France sont soumis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avec donc des obligations de déclaration de patrimoine. Au Parlement européen, c'est absolument pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qui étonne toujours les eurodéputés français lorsqu'ils commencent un mandat, parce qu'ils n'ont pas du coup d'obligation de déclarer ni revenus ni patrimoine. Et du coup, oui, c'est une vraie question, la transparence des institutions. Les règles qui ont été votées, beaucoup les ont jugées insuffisantes. Je pense qu'on est plutôt sur un premier pas, ou en tout cas des fondations qui ont été posées, mais c'est une question qui est tout à fait centrale, et c'est une question aussi qui fait partie des débats à l'approche des élections. Audrey ? Oui, et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'après la réforme qui a été faite, justement après cette affaire, il reste notamment une enveloppe, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça tourne autour de 7 000 €. Ouais, c'est à peu près ça. Et une enveloppe, en fait, qui est à la discrétion des parlementaires, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent l'utiliser. Alors, normalement, c'est pour payer les locaux de campagne, la photocopieuse, les ordis, mais c'est par mois. Et une fois qu'on a payé, des ordis, les locaux, le loyer, ça se fait, mais à la fin, il reste quand même de l'argent. Et là, il n'y a pas vraiment de contrôle. Il y a des contrôles un peu aléatoires, mais bon, pour l'instant, il y a 705 députés. Je ne suis pas sûre que ce soit très régulier. Et il y avait une eurodéputée EELV qui me disait, mais c'est juste hallucinant, parce qu'en fait, surtout à la fin du mandat, on ne leur demande pas de rendre l'argent. Donc en gros, on leur donne, c'est entre 5 000 et 7 000, j'ai perdu le montant. Et à la fin, on leur demande ni de donner des comptes et ni de rendre l'argent. Ah, voilà, il y a des gens, d'après elle, qui se sont enrichis avec l'argent des contribuables européens. Et ça, je pense qu'ils auraient dû aller plus loin, notamment sur ce point-là, quoi, en demandant au moins des notes de frais, quoi. Mais c'est vrai que le principe de transparence, et surtout sur les questions financières, budgétaires, il est indispensable dans une démocratie mature. Après, il faut aussi se dire que la démocratie européenne, au sens de
des institutions et du Parlement européen, elle est assez récente au final. Donc elle apprend aussi au fur et à mesure, elle s'enrichit de nouvelles règles. Nous, en comparaison n'est pas raison, mais si on regarde les principes de transparence dans la démocratie française, la Haute Autorité de transparence de la vie publique, c'est 2014 ou 2016, un truc comme ça. La suppression de l'enveloppe à discrétion, l'IFM pour les députés français, c'est, je crois, 2017, c'est les lois de moralisation de la vie publique, donc c'est assez récent à notre échelle, où on se dit qu'effectivement c'est normal de vérifier qu'un ou une élue ne soit pas enrichi durant, qu'il n'y ait pas un enrichissement personnel durant son mandat, mais pendant longtemps, les députés repartaient avec leur local de campagne qui était acheté par les enveloppes budgétaires de l'IFM à l'époque. Donc après c'est toujours dans les crises ou dans les moments de crise que ces sujets-là mécaniquement se renforcent, parce que le pouvoir politique, par nature, de lui-même, ne se met pas de corset ou autre. Donc c'est ces crises-là qui doivent permettre d'aller plus loin dans les règles. Et malheureusement, c'est dans les débats, alors peut-être que vous le voyez plus parce que vous avez le nez plus dedans, mais j'ai l'impression que dans les débats de campagne, la question démocratique, de fonctionnement vraiment démocratique du Parlement européen et du pouvoir politique, elle est assez peu présente, même dans les programmes ou plutôt à la marge. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, et peut-être juste pour compléter ce que tu disais, il faut aussi s'imaginer qu'on est 27 pays et qu'en fait on ne fonctionne pas du tout tous de la même manière. Très différentes. Et les pays du Nord, eux, ils sont juste hallucinés de voir en France la faible transparence par rapport à eux, ce qu'ils peuvent mettre en place. Je me souviens qu'il y avait eu une démission une fois pour un ticket resto. On n'en est pas du tout là, et il y a d'autres pays qui sont, qui ont plus une mentalité différente, qui un travail à faire. Donc, il faut aussi penser qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose au niveau européen, il y a 27 États à mettre d'accord et qu'on pense pas du tout de la même manière. Il y a Pinoufou qui dit « Salut France Info, je me permets de proposer d'avoir une séquence intervention d'un viewer pour augmenter l'interactivité. » Écoute, tu viens nous voir quand tu veux et tu seras le bienvenu, Pinoufou. Il y a Pomme qui demande de son côté « Que pensez-vous de l'idée d'une Europe fédérale ? Est-ce que c'est envisageable dans un futur plus ou moins proche ?» Et qui repose sa question, d'ailleurs, tu vois, Pomme, je pose la question que tu reposes. Est-ce que c'est envisageable ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. On est même plus là pour l'instant sur, je dirais, l'effet inverse. C'est pas le sujet, il y a pas... Il y a des voix qui poussent, il y a des associations, il y a de la société civile qui pousse pour un fédéralisme européen. J'ai l'impression que les États ont quand même envie de garder la main. On n'est pas vraiment... ça a pu être le cas dans les années 70-80, justement, ce côté un peu... On est même dans un mouvement inverse, je crois. Voilà, là on est plus sur un mouvement, je dirais, souverainiste. En tout cas, il y a des voix qui portent dans le débat public pour demander plus de fédéralisme, mais j'ai pas l'impression que c'est la tendance du moment. Dorian ? Non, c'est vrai qu'il y a plutôt dans l'opinion une volonté, et opinion française, mais aussi assez partagée de souverainisme, même si derrière ce mot-là, il y a des réalités différentes et des définitions complètement différentes. Et il y a plus, en tout cas, moins, j'ai l'impression, dans les responsables politiques de responsables politiques qui font vivre cette idée-là d'une Europe fédérale, où il y a plutôt un sentiment déjà d'approfondissement du fonctionnement démocratique du Parlement et de redonner du pouvoir politique à ce Parlement, ou d'aménager les institutions, que de refaire un bond de géant dans plus d'intégration démocratique européenne jusqu'au fédéralisme. Ouais, je pense qu'il y a plutôt un effet inverse dans l'opinion. Il y a même, et c'était intéressant pendant le Brexit, notamment le slogan du Brexit. Alors ça commence à dater un peu, mais c'était assez révélateur de ce pouls-là de l'opinion. Le slogan du Brexit, c'était « Take back control ». Donc reprenez le contrôle, surtout sur vos vies par rapport à l'Union européenne, avec le paradoxe d'un pays qui n'était pas beaucoup contrôlé, ou qui n'avait pas beaucoup perdu de contrôle, contrairement à d'autres. Et ce slogan-là, il n'était pas créé idéologiquement à l'époque par des stratèges ou autres, mais il répondait à une demande de l'opinion. On se sent dépassé, délaissé, souvent pas à cause de l'Union européenne, mais ça répondait à ce sentiment-là. J'ai l'impression que c'est plutôt ce sentiment qui gagne dans les opinions que celui d'abandonner sa propre constitution, et on l'a vu en France par ailleurs.
Clara, je te vois acquiescer. Oui, j'acquiesce totalement parce que c'est vrai que l'idée d'une Europe fédérale, elle est moins en vogue qu'elle a pu l'être à un certain moment. Et je rejoins complètement Dorian sur cette idée de, attendez, déjà, faisons un peu le ménage avec toutes ces règles institutionnelles, le fonctionnement, se mettre d'accord à 27. Et après, peut-être qu'on verra comment est-ce qu'on peut aller vers plus de fédéralisme, pardon. Mais oui, non, pour l'instant, c'est pas ce qui domine cette campagne. Bon, Pinoufou qui nous dit j'attends que l'invitation pour pouvoir rentrer dans la maison de la radio sans me faire taper dessus avant de finir en jaune. La maison de la radio est un bien public. Le service public, vous avez le droit d'y rentrer. Tu peux rentrer avec une carte d'identité à la maison de la radio. Tu passes de la sécurité, puis on viendra te chercher en bas. Ça se visite aussi, la maison de la radio. Je vous propose de. Voilà, parce que c'est le service public pour l'instant. On n'a pas encore fusionné, on n'est pas encore privatisé. Il y a une semaine presque qui est passée. On ne va pas y passer la séquence, mais je propose de revenir au débat Gabriel Attal, Jordan Bardella. Maintenant que ça a refroidi, est-ce qu'il fallait le faire, ce débat? C'est intéressant pour qui? Comme vous êtes tous journalistes, je me permets de tirer en premier, parce que moi, je l'ai trouvé, ça m'a beaucoup gêné dans la scénographie de cette émission. J'ai trouvé, alors sur le plan institutionnel et politique, pas complètement inadéquat parce que le Premier ministre est chef de la majorité, donc après tout, why not? En tout cas, c'est pas plus inadéquat qu'il imaginait le président de la République rentrer dans l'arène. Mais dans la scénographie de l'émission, de mettre en scène un débat à deux versus 36 autres listes, versus une réalité de sondage qui montre un trio et pas avec une marge d'erreur en plus, donc oui, parce qu'en fait, pas un podium. La marge, elle est de 2 points, donc ça veut dire que Glucksmann peut être devant Ayé là au moment où on est en train de se parler. Oui, et suivant les rollings, c'est à 0,5 ou à 1 point, donc c'est quand même très proche. Donc de mettre en scène ce débat-là comme ça, à 2 voix, et surtout, je pense que c'est le plus humiliant démocratiquement, d'avoir une deuxième partie de soirée où on invite des candidats à commenter ce débat-là. Enfin, ça paraît d'une absurdité folle de se dire qu'il y a une Ligue 1 et une Ligue 2 de gens qui vont juste parler du match précédent. Et celui qui l'a très bien résumé, c'est François-Xavier Bellamy, qui se retrouve être le grand vainqueur de cette soirée, parce que le speech qu'il fait, et d'ailleurs c'était intéressant les réactions derrière, il y avait une unanimité sur même le Parti communiste français applaudissait Bellamy en disant ça me fait vraiment mal, mais il a complètement raison, de dire c'est une absurdité. Et quand bien même ça serait les sondages qui décideraient de la scénographie de ce débat-là, le duo il n'est pas vrai, il est pas vrai. C'est un trio et avec une dynamique électorale du côté Glucksmann qui du coup mécaniquement le forcerait à être invité, quoi. Donc il y a comme ça un truc de confiscation, de nationalisation du suffrage qui est assez pénible, je trouve, à regarder. Oui, je suis assez d'accord. Et en fait, on a aussi un peu l'impression que depuis 2017, c'est comme s'il y avait deux forces politiques qui s'opposaient en France, parce que rappelez-vous, alors là c'était Bardella et Gabriel Attal, mais on a eu aussi à plusieurs reprises, à 2 reprises il me semble, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pareil, dans ce même format que l'on retrouve de débat un peu comme ça, tête contre tête. Et c'est vrai que c'est un peu gênant, parce qu'on parlait de la liste de Raphaël Glucksmann, et effectivement, au final, ça devrait être un trio. Alors, on peut discuter des 8 candidats qui sont ensemble sur un plateau, et à quel point est-ce que c'est audible, et c'est vrai, on peut remettre en question peut-être ce format-là. Mais là, avoir à nouveau, parce qu'on n'est pas, il faut bien le rappeler, on n'est pas dans un contexte d'élection présidentielle. Il y a plus d'une trentaine de partis, et surtout, il y a des sondages qui montrent, alors même avec la prudence que l'on accorde aux sondages, mais on ne peut pas nier le fait que Raphaël Glucksmann talonne la majorité présidentielle et la liste de Valérie Ayé. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question du choix de la candidate de Valérie Ayé, parce que du coup, on a quand même Gabriel Attal, alors que techniquement, ça devrait être donc la candidate face au candidat RN, et pareil, lorsque Macron propose un débat avec Le Pen. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé ça assez gênant comme format, parce que ça exclut complètement en fait la pluralité des voix politiques, et évidemment aussi ça pose la question du choix de la candidate Valérie Ayé. En tout cas, le grand gagnant pour moi, c'est Jordan Bardella. Parce que non seulement il a le Premier ministre qui vient débattre avec lui, donc en gros, il prend de l'envergure, quoi. Il est que chef de parti, même si c'est un chef de parti d'opposition. Donc il a le Premier ministre qui vient débattre avec lui. Nous, en tant qu'observateurs, c'est vrai qu'on a pu se dire que Gabriel Attal était un peu au-dessus, connaissait mieux ses dossiers. Mais finalement, quand on regarde les sondages post-débat, il gagne des points, alors que Valérie Ayé, elle stagne. Et en fait, c'est vrai que nous, on a ce regard un peu...
on regarde vraiment la politique, on analyse tous les petits détails et tout, mais il y a plein de gens qui n'ont pas regardé ce débat, qui en ont entendu parler, et finalement, ça n'a pas forcément changé leur opinion. Au contraire, il progresse, Jordan Bardella, dans les sondages. Donc, non seulement on a le Premier ministre qui vient parler avec lui, donc finalement, qui le fait un peu monter, mais en plus, même s'il a pu paraître un peu fragile sur certains dossiers, il a pas forcément perdu dans les sondages, loin de là. Et là, en plus, on a Emmanuel Macron qui demande un débat à Marine Le Pen. Ils en sont à supplier de faire un débat. Donc, c'est vrai que, en tout cas, moi, je trouve que c'est le Rassemblement national le grand gagnant de cette espèce de nationalisation du débat. Bon, on peut parler de ce... Enfin, pardon, Dorian, vas-y. Oui, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Audrey. En plus, il y a les taux de ce qu'on appelle de certitude de vote. C'est-à-dire, donc, quand on mesure pour qui est-ce que les gens vont voter, on leur demande à quel point ils sont sûrs et à quel point ça peut bouger ou pas. Les certitudes de vote sur Jordan Bardella, elles sont dingos. Donc, mécaniquement, les gens ne vont pas changer d'avis et ne vont pas être convaincus par le Premier ministre qui parle, quand bien même il y a une maîtrise totale de ses dossiers, des punchlines ou autre. Donc, ça fait pas bouger. C'est vrai que sur le plan symbolique, ça rend Jordan Bardella Premier ministrable. Et ça installe cette espèce de musique un peu... hors sujet de si le président vient débattre avec Marine Le Pen, s'il perd l'élection, ça veut dire qu'il faudra dissoudre l'Assemblée nationale ou démissionner, et on se retrouve comme ça à tout mélanger, à avoir l'impression que cette élection n'est autre qu'un troisième tour de l'élection présidentielle de 2022 ou le tour -1 de 2027. Ce qui brouille complètement les cartes de l'élection européenne, du scrutin européen, des spécificités du scrutin européen, qui est en un jour, en un tour, à la proportionnelle, où justement on devrait mettre en avant toute la différence d'idées et d'opinions qui traversent cette élection pour que tout le monde y trouve son propre truc, puisque c'est une dynamique où il n'y a pas de vote utile. Tous les votes peuvent potentiellement être utiles. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, je trouve, dans cette campagne, ces duos, ces débats à deux. Inter l'avait aussi fait beaucoup. Mais alors, installer des duos, mais en installer plusieurs, c'est une chose, mais en mettre un seul et unique, il y a un côté un peu confiscation de cette élection. Oui, parce qu'en fait, il y a une raison pratique. C'est vrai que quand on met, je sais pas moi, les 8 premiers candidats sur un plateau, en fait, ils peuvent pas vraiment se répondre. Il faut vérifier le temps de parole, on s'entend pas. Donc pourquoi pas à 2 ou à 3, mais au moins à 3 et en faire plusieurs. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un audio qui avait été Bardella-Glucksmann, il me semble que c'était il y a un mois. Mais effectivement, je pense qu'on passe, à force d'organiser des débats comme ça, Renaissance, Rassemblement national, que ce soit Bardella, Attal ou Le Pen-Macron, si vous voulez, ça invisibilise complètement une partie des candidats, c'est une chose. Mais surtout, je trouve que ça ne rend absolument pas justice aux élections européennes, qui sont pour le coup beaucoup plus larges. Il faut absolument élargir la focale et sortir de ce duel extrême droite Renaissance. Et d'ailleurs, c'est assez parlant parce que, par exemple, si on regarde les sondages qui concernent pas la France, mais le Parlement européen, pour l'instant, la droite reste en tête, donc le PPE. Ensuite arrive la gauche. Ensuite arrive Renaissance. Et en 4e place, l'extrême droite. Ouais, tu as raison de le dire, Clara. En fait, nous, on est focalisés sur la manière dont ça se passe en France, mais au Parlement européen, il y a toujours cette opposition que nous, on verrait avant, où c'était les LR contre le PS. Droite, ouais. Et c'est encore vraiment les deux partis majoritaires. Pour l'instant, en 3e position, c'est Renaissance. Et ensuite, ça s'égrène comme ça. Donc, en fait, et finalement, le Rassemblement national, il va siéger dans un groupe qui est un peu mis de côté pour l'instant. Ça va peut-être changer après les élections. Hein. Et surtout, ils sont un peu cornérisés parce qu'il y a une espèce de cordon sanitaire au Parlement européen et ils ne participent pas vraiment au processus législatif. Ça va peut-être changer après les élections, mais pour l'instant, ils sont un peu mis de côté. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ça, mais nous, les personnes qu'on va élire, donc peut-être qu'il y aura 30, 34 eurodéputés RN qui vont arriver au Parlement, mais finalement, à la fin, c'est pas eux qui auront le plus d'influence au Parlement européen. C'est le groupe de François-Xavier Bellamy. Ouais. Le PPE. Il y a Nassoum qui demande est-ce que la situation qu'on venait de décrire, est-ce que ça fait pas un peu une sorte de mid-term à la française ? C'est un faux mid-term, c'est un mid-term créé de toutes pièces, parce que y a pas de réalité institutionnelle là-dedans. On est sur des scrutins qui sont
Enfin voilà, il y a une nationalisation de l'enjeu de cette élection par les candidats eux-mêmes, ce qui masque sûrement un manque de vision politique ou d'affirmer ouvertement les vraies visions politiques de chacune et chacun sur l'Europe, mais ça peut pas être des midterms. Ils en rêvent, mais c'est pas le cas. Et justement, dans la scénographie qu'on fait de cette campagne, dans les commentaires qu'on en fait, faut lutter et résister à ça, parce que ça serait facile. Les duos et les clashs à deux, la vie politique française les adore, nos institutions sont structurées autour de ça, l'affrontement presque guerrier, sauveur contre le Rassemblement national, c'est un truc qui s'installe depuis 20 ans maintenant, donc on est... mais justement, profitons-en pour ouvrir un peu les chakras démocratiques à d'autres cultures, à d'autres fonctionnements, à d'autres réalités de scrutin institutionnel et d'autres débouchés. Oui, et puis en 2019, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Rassemblement national est arrivé devant la majorité. Il n'y a pas eu de séisme politique. Donc là, c'est vrai qu'on les entend dire, oui, voilà, faut une dissolution de l'Assemblée à l'issue, si jamais la majorité perd ses élections, entre guillemets. Franchement, à moins d'un gros accident, je ne pense pas qu'il y ait de dissolution parce que personne n'a à y gagner dans les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale. À la rigueur, il y aura peut-être un remaniement, mais je ne pense pas qu'il y aura un séisme politique si jamais le parti présidentiel n'arrive pas perd ses élections. Ouais, en fait, le séisme politique, il est déjà là. Hein. Ça va être ce score du Rassemblement national qui est historique, inédit. S'il arrive et si les intentions dures de vote se confirment et qu'ils sont à plus de 30% et qu'ils font x2 par rapport à la deuxième liste, la dernière fois où c'est arrivé, c'est je crois en 84, à l'époque avec Veil sur Jospin. Donc c'est quand même pas souvent. Mais après, le 10 juin, même si le RN fait 40% et Renaissance 3, il n'y a aucune dissolution qui s'impose. Ça ne change rien à la réalité politique et française. Il n'y aura toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il n'y en aura pas moins. Le fonctionnement va aller un peu business as usual. Il va y avoir sûrement du remaniement. Traditionnellement, il y a un remaniement quand il y a une défaite électorale. Bon, les derniers remaniements montrent que ça brouille un peu les pistes. Il y a souvent eu des remaniements sans défaite et des défaites sans remaniement. Donc, mais voilà, on ne peut pas dire qu'il va y avoir un impact fort. Et Emmanuel Macron, il n'en sortira pas moins président le 10 juin que s'il remportait l'élection. Enfin, si son parti remportait l'élection. Oui, absolument. Et pour conclure de manière plus large, je trouve ça aussi dommage. Et je pense notamment il y a quand même un désintérêt pour la vie politique. Alors déjà, les élections européennes, c'est compliqué d'attirer les gens et de les intéresser. De manière générale, il y a un désintérêt pour la vie politique, et notamment par exemple chez les jeunes. Et une réflexion que je me faisais, je me dis c'est dommage parce que comme disait Dorian, il y a plus d'une trentaine de partis. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, à force de centrer le débat sur l'extrême droite et Renaissance et vraiment présenter ça comme un duo, un débat dans l'arène, comment aussi est-ce qu'on peut laisser de la place et informer sur les autres partis et dire, mais quel que soit l'échiquier politique sur lequel on se place, évidemment, que ce soit à gauche, à droite, mais il y a d'autres propositions, il y a d'autres partis, comment aussi leur donner de la visibilité. Mi-mars, Jean-Luc Mélenchon dit en meeting, l'après-Macron commence le 9 juin. Donc c'est après les élections européennes. Est-ce que l'après-Macron commence le 9 juin ? Il va forcément, les gens vont. En fait, cette élection, elle va servir à se compter pour les différentes forces. C'est souvent le cas après une élection, qui est arrivé en tête et qui finalement va après mener, si jamais union il y a, les différentes unions en vue de la présidentielle. Mais souvenez-vous, en 2019, c'est Europe Écologie Les Verts qui est arrivé en tête, par exemple pour la gauche, puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, et ça n'a pas créé d'union derrière une éventuelle tête de liste Europe Écologie Les Verts. Donc ça va permettre aux gens de se compter. Je sais que Raphaël Glucksmann l'a dit aussi, il a dit ce sera un peu l'avenir de la gauche. Voilà, on va savoir un petit peu sur quel curseur on appuie après le 10 juin. Pas dit que ça tienne, 2027 c'est loin, donc je suis pas tellement sûre. En tout cas, pendant quelques mois, ça va permettre de dire, voilà, nous on est arrivé en tête et c'est derrière nous qu'il faut que ça se fasse. Pas dit que ce soit suivi des faits. En fait, d'une certaine manière, l'après-Macron va se dessiner. Mais ça n'a rien à voir avec le score du 9 juin ou cette élection. C'est que c'est un président réélu dans un deuxième quinquennat qui ne peut pas se représenter.
et dont on ne voit pas aujourd'hui le contour idéologique très fort dans ce bloc central et dont on perçoit mal qui prendra la suite de cette espèce d'archipel de la coalition présidentielle et de cette recomposition sûrement temporaire des blocs électoraux. Donc en fait, mécaniquement, il imprimera un peu moins. C'est ce qu'on appelle un peu les fins de règne. Voilà, ce sentiment que c'est l'après-Macron va gagner en intensité, mais sans voie de conséquence du fait des élections européennes. Mais c'est bien aussi de citer, je pense, le positionnement, par exemple, dans la France Insoumise. Tout à l'heure, quand je disais que cette élection, moi, je la trouve confisquée pour d'autres intérêts que l'élection européenne, c'est vrai de tous les côtés. Vous avez à l'extrême droite des gens qui en font un référendum pour ou contre le président de la République, dont on n'a que faire, et des partis à gauche qui en font une espèce de primaire ouverte de savoir qui va gagner du leadership pour 2027. Ce qui est assez audacieux quand on n'est pas en dynamique électorale, mais qu'il n'y a pas de réalité. Comme tu disais, les Verts surperforment en 2019. On ne peut pas dire qu'ils aient plané sur l'élection présidentielle en 2022. Par contre, ce qui va être intéressant, et ce qu'on ne mesure pas, et on disait tout à l'heure sur la prudence des sondages, et j'y pense, parce que tu parlais des jeunes, il y a un truc qu'on ne mesure pas aujourd'hui, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas imaginer, c'est la mobilisation des moins de 34 ans, qui est aujourd'hui à peu près à la même intention de vote que à époque équivalente en 2019. Sauf qu'en 2019, il y a une remobilisation dans les derniers jours. Et c'est une vague, donc c'est les moins de 34 qui votent à 40%, contre 25% en 2014 et qui participe de l'augmentation de la participation électorale en France, mais assez globalement dans, je crois, à peu près 20 pays de l'UE à l'époque. Et ça, on ne peut pas le présager aujourd'hui parce que c'est un vote qui se détermine très tard, sûrement dans les derniers jours avant le scrutin, et dont le changement peut avoir lieu même le jour même dans l'urne, surtout dans l'espace un peu politique des gauches, ça peut bouger d'un candidat à l'autre le jour même. Et donc, il y a quand même une incertitude démocratique finale sur ce scrutin-là. On a des idées sur les mécanismes qui participent à ce vote jeune, si je puis dire, dans les derniers moments du... Je sais qu'en 2019, il y avait eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les grandes marches pour le climat, et c'était mené notamment par des jeunes, et c'est peut-être une des explications pour laquelle on a ce vote si important pour Europe Écologie et Verts, et surtout au dernier moment. Après, pour les autres mécanismes, j'avoue ne pas trop savoir. Peut-être un point sur lequel on n'a peut-être pas forcément insisté, parce qu'on parle beaucoup d'un duel. En fait, pour avoir des eurodéputés au Parlement européen, la liste, elle doit faire 5%. Si elle fait 1%, 2%, elle est éliminée d'office. Donc c'est peut-être sur ça qu'il faut insister. Il n'y a pas deux forces qui s'opposent, il n'y a pas les pour et les anti-Emmanuel Macron. En fait, toutes les listes, elles ont leur chance du moment où elles font 5%. Donc en fait, le prisme, il est beaucoup plus ouvert que ce qu'on a pu nous dire ou nous imposer. Il faut expliquer aussi certainement que les institutions européennes sont fondées sur le consensus. Que là, oui, on propose une bipolarité, on propose des duels, mais que l'Europe ne marche pas sans consensus. Moi, il y a un truc qui m'avait surprise la première fois que j'ai fait un reportage au Parlement européen. Tout le monde est gentil. Déjà, tout le monde est hyper sympa, tout le monde se tutoie. Et surtout, en fait, je devais interviewer une eurodéputée PS, à l'époque, c'était en 2019, et elle faisait son pot de départ, parce qu'en fait, elle quittait, et moi, je voulais un peu lui demander, finalement, son avis sur le Parlement, vu qu'elle partait. Elle faisait son pot de départ avec un LR. Et en fait, ils faisaient leur petite soirée ensemble. Et je me suis dit, quoi ? Enfin, à zéro moment en France, je voyais les mecs LR et le PS faire leur pot de départ ensemble. Mais en fait, ils travaillent tout le temps ensemble parce qu'ils sont obligés de trouver des consensus. Parce que le groupe le plus important, on l'a dit, c'est le PPE. C'est là où siègent les LR. Et ils ont 177 députés sur 705. Donc en fait, ils n'ont pas la majorité. Ils sont obligés de discuter avec les autres et même avec la gauche. Et moi, ça m'avait vraiment... Je m'étais dit, mais enfin, je verrai jamais ça à l'Assemblée ou au Sénat, quoi. Oui, j'ai un peu la même expérience qu'Audrey. La première fois que je suis allée en session plénière donc à Strasbourg au Parlement européen, c'est quand tous les eurodéputés se réunissent et justement pour voter sur des textes. À Strasbourg. À Strasbourg, exactement. En tant que Français, c'est assez déroutant.
Et par exemple, je me rappelle, donc je devais pour un papier appeler donc une eurodéputée PS, une eurodéputée LR et une eurodéputée de la majorité. Et je les fais en fait réagir sur ce qu'elles ont dit. Et à la fin, c'était tu lui passeras le bonjour et tout. C'est rigolo, on a déjeuné ensemble hier. Ça m'étonne pas qu'elle ait dit ça. Je la connais par cœur. Et c'est vrai que c'est assez déroutant. Et au final, il y a aussi un côté assez intéressant à voir comment est-ce qu'on sort de ce combat permanent d'attaques politiques, de petites phrases comme ça, et qu'on vraiment on va vers le consensus. On a des gens qui réfléchissent vraiment à des compromis, et ce qui est assez rafraîchissant, je trouve. Et c'est peut-être pour ça aussi, pardon, je continue, mais qu'on a l'impression que c'est un peu ennuyeux le Parlement européen, parce qu'en fait ils se mettent pas sur le, enfin voilà, ils se mettent pas dessus sympas, comme ça en fait. Ils sont pas hyper sympas parce que chacun ailleurs, a son intérêt, mais en fait c'est je vais pas m'énerver contre le mec qui peut en échange me filer un truc qui va m'arranger dans le deal. Donc en gros ils restent campés sur leurs appuis, chacun défend, c'est pas l'UMPS comme on a pu critiquer, mais chacun défend son précaré, mais en même temps on est dans la négociation, c'est moi je te donne ça sur ce texte et peut-être que tu soutiendras mon idée, donc ça paraît un peu voilà, ça paraît un peu pas, je dirais pas mou, mais nous on a vraiment l'impression, c'est du marchandage pas très cosmétique en tout cas. Voilà, et nous on a vraiment l'impression que voilà, à l'Assemblée ça se crie dessus, ça s'invective et c'est super cool à regarder. Le Parlement, ça paraît un peu plus ennuyeux et pourtant il y a des textes hyper importants qui sont négociés là-bas. Ouais, je trouve ça fascinant en termes de fonctionnement. C'est très lié à la culture de la démocratie parlementaire, hein. C'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas une personne qui a raison tout le temps pendant 5 ans, ou un groupe qui détient une vérité absolue et l'autre qui est condamné à s'opposer systématiquement et à être pas d'accord et à monter des clashs en permanence pour jouer sur la polarisation des débats et autres, et de se dire que il peut y avoir de la démocratie de compromis. Il peut y avoir le fait de travailler avec différents groupes, avec chacun l'objectif de faire un pas, de perdre un peu, mais pour trouver un équilibre, ce qui amène pas toujours ou pas souvent de la compromission, ou ce qui veut pas dire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez formidable, qu'on retrouve beaucoup dans les démocraties parlementaires, comme en Allemagne par exemple. En Allemagne, lendemain des élections, pendant 4 mois, il se passe rien, parce que les partis qui vont être coalisés doivent se parler, doivent être d'accord, se mettre d'accord sur la virgule, quelle proposition, quelle loi à telle date, sous quelles conditions. Mais c'est fabuleux, et ils s'en portent pas plus mal. Il y a que chez nous où dès qu'on parle de coalition, on dit la 4ème République, c'est l'horreur. Dès qu'on parle de proportionnel, on dit non, surtout pas, c'est ingouvernable. Et encore jusqu'à présent, on disait surtout pas la proportionnelle. Vous imaginez des élus du Rassemblement national ? Bon, scrutin majoritaire, banco, champion. Donc il y a que chez nous, on a cette culture, enfin que chez nous. Si, il y a que en France où il y a un scrutin uniquement au jugement, au fait majoritaire. Le reste de l'Europe, c'est des scrutins proportionnels ou mixtes, mais il y a que chez nous où on entretient cette espèce de fausse culture du clash, de l'adversité permanente et versus des fonctionnements comme le Parlement européen, qui sont hyper intéressants. Et dont il débouche des trucs parfois assez forts politiquement quand même. Il y a Kael qui nous dit vive la démocratie parlementaire, brûlons la 5e. La 5e peut être parlementaire. Hein. Enfin, la 5e peut être parlementaire. Un peu hors sujet du truc, mais elle est dans un équilibre normalement. Elle a été ultra présidentialisée par la pratique et par certaines réformes, mais elle peut se reparlementariser beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit depuis 2022, là, le Parlement est quand même au cœur du fait politique. Puis Flou qui dit on n'est pas obligé d'être dans le clash, parce qu'on a un président. Effectivement. On parlait de rapprochement. On a Ursula von der Leyen qui n'exclut plus de travailler avec une Giorgia Meloni, laquelle ne s'interdit plus, elle, de parler avec Marine Le Pen. Les frontières idéologiques un peu traditionnelles sont moins franchissables qu'avant, non ? Oui, parce que là, ils sont en train de réfléchir finalement à comment ça va se passer après les élections. Et c'est vrai qu'il devrait y avoir une arrivée massive c'est un parti qui s'appelle les conservateurs réformistes, et en fait ECR. Et ça, c'est un parti qui est mené par Giorgia Meloni. Donc c'est vrai que la droite est un peu en train de réfléchir à finalement comment on peut fonctionner avec eux, parce que c'est un parti d'extrême droite, mais en même temps, ils sont au gouvernement, en Italie notamment. Donc on peut dire que c'est un parti de gouvernement. Ils sont aussi finalement revenus un peu sur les points forts de leur programme, parce que Giorgia Meloni, quand elle s'est fait élire, elle était anti-européenne. Finalement, elle s'est rendue compte qu'on lui donnait de l'argent, notamment en matière de politique migratoire, et que finalement, elle avait peut-être plus à y gagner
mieux de jouer à l'intérieur que de s'opposer frontalement à l'Union européenne. Donc tout ça mis en place fait que, en effet, la présidente donc, qui est de la Commission européenne, qui est de droite, ne s'interdit pas finalement d'avoir un accord de coalition avec ce fameux groupe qui s'appelle ECR. Clara ? Oui, absolument. Et là, on vantait un peu les mérites du Parlement européen et du fonctionnement avec les eurodéputés. Il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment des intérêts en jeu. Il y a des stratégies politiques qui se mettent en place. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, comme le disait Audrey, avec la présidente de la Commission européenne, qui, de toute façon, ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas y avoir plus d'eurodéputés d'extrême droite au Parlement européen, et qui, en quelque sorte, commence à, alors peut-être pas placer ses cartes, mais à voir, en tout cas, comment est-ce qu'elle pourrait aller vers plus de coopération. Est-ce que les populistes, finalement, n'ont pas renoncé à être souverainistes ? Non, je pense pas. Je pense qu'il reste souverainiste. Après, il y a un point qui est assez intéressant à regarder, c'est qu'en Espagne, la semaine dernière, il y a eu un grand rassemblement de tous les populistes. Alors, à la fois des membres d'ECR, dont je vous ai parlé, et des membres donc c'est plus le Rassemblement national qui est dans le groupe ID. Et en fait, c'est des populistes qui n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord. Ils sont pas d'accord sur plein de points. Il y en a qui sont plutôt pro-Russie, il y en a qui sont pro-Ukraine. Et en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'ils essayent de se mettre d'accord en se disant, plus on est nombreux, plus on va peser, mais ça reste des souverainistes, et donc c'est compliqué finalement de mettre d'accord des souverainistes qui ont chacun leur popote à défendre. Donc ils essayent, mais pour l'instant c'est pas forcément suivi d'effet cette volonté finalement de s'unir, parce que chacun essaye de défendre son pays, son précaré. Dorian ? Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce, mais depuis plusieurs mois, parce que d'ailleurs le Rassemblement national est un des premiers partis à lancer sa campagne, il y a une espèce d'international populiste d'extrême droite qui s'est créé en Europe, où ils arrivent à trouver quand même des points communs d'accord sur des sujets de souveraineté, en tout cas notamment la question migratoire. Ce qui a priori est paradoxal. Et ce qui a priori est paradoxal, c'est sûrement assez fragile et beaucoup bricolé, mais, et je renvoie au bouquin d'Ampoli sur les ingénieurs du chaos, les stratèges sont les mêmes dans les équipes de campagne parlent beaucoup, les équipes d'appareil parlent beaucoup, et donc arrivent quand même à trouver le moyen de montrer, même si c'est assez artificiel politiquement, une dynamique collective, et montrer cet effet de vague, cet effet et l'effet vague, plus on l'annonce, plus on l'anticipe, plus on en parle, plus on la voit arriver, elle rend d'une certaine manière, en psychologie un peu collective, inévitable ce qui pourrait arriver. Et c'est beaucoup le cas avec le Rassemblement national en France sur ces élections, ou même quand on les projetait. Il y a un côté inévitable, sens de l'histoire, rouleau compresseur de changement de l'opinion ou autre, qui n'est pas une réalité sociologique très forte pour autant. Et puis tout ça marche que s'ils ne sont pas élus, parce que dès qu'ils redeviennent élus, ils redeviennent souverainistes en fait. Dès qu'ils sont élus, d'abord, ils vont pas tous beaucoup siéger au Parlement européen. Et ça, en termes de transparence, on en parlait tout à l'heure, il y a des outils merveilleux qui permettent de savoir qui a déposé combien d'amendements, qui a siégé combien de fois. Mais il y a effectivement pendant longtemps, enfin, je pense que c'est plutôt historique, ça a été des réservoirs d'accession à de la médiatisation ou à de l'influence politique. C'est-à-dire quand vous êtes élu au Parlement européen, souvent ces partis-là ont plutôt eu tendance, alors enfin pas tous parce qu'il y a des eurodéputés RN qui travaillent beaucoup et qui sont très investis dans des commissions ou autres, mais pour beaucoup ça a été un moyen de aussi avoir cette indépendance, de continuer à débattre dans le champ national ou dans les champs nationaux de chacun. Il y a Volka Schulz, salut Volka, qui nous dit il manque un acteur dans votre débat et pas des moindres, les médias. Écoute, il y a 3 journalistes et on est hébergé à la maison de la radio. Non, derrière la question de l'interjection de Volka, est-ce que les médias sont pas en train de fabriquer une réalité ? Peut-être. J'ai surtout l'impression que c'est le politique qui l'a créé. Je ne sais pas quel est votre avis, mais peut-être que nous 3 ne sommes pas les bonnes personnes pour y répondre. C'est peut-être toi, Dorian, qui est peut-être plus habilité, si je peux dire, à y répondre, puisque nous sommes les médias. Je veux bien tirer en premier. Tire en premier. Je ne sais pas si vous avez vu la série La Fièvre. Oui. Passionnante là-dessus, qui montre à quel point tout est entremêlé finalement.
à la fois la fabrique du politique par le politique, de l'imaginaire de l'opinion. Et en fait, il n'y a pas un responsable isolément, il y a une espèce de roue mécanique dans laquelle tout le monde est engrainé, commentateurs aussi, sondages aussi, réseaux sociaux beaucoup, l'ère du temps aussi, où l'ère du temps est beaucoup à la polarisation extrême de tous les débats, où il y a une injonction à prendre position sur tout le temps, à choisir son camp, à choisir le bon toujours. Donc il y a ce mix un peu global, je trouve, qui fait que chacune des parties de la vie de la cité s'entraîne mutuellement. Il y a le politique qui scénarise une campagne à deux aujourd'hui, on le voit. Mécaniquement, l'impression sur les réseaux sociaux et l'impact, il est de faire monter cette mécanique-là. Par effet domino, les médias sont aussi dans cette mise en scène-là. Les sondages ont aussi un rôle, puisque là, on commence à projeter des enquêtes d'opinion sur 2027 et qui va être... Donc voilà, il y a une responsabilité quand même collective et partagée. Chacun a sa part, mais un truc un peu fou de l'ère du temps où tout est... un peu déréglé, et quand tout se dérègle un peu en même temps, ça donne le sentiment, je pense, d'un dérèglement général. Ouais, je suis totalement d'accord. En fait, on participe un peu parce qu'on commente et finalement, même là, on est en train de discuter. On a beaucoup discuté du débat Bardella-Attal. On a aussi parlé d'un potentiel Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Donc, dans un sens, oui, c'est vrai qu'on participe. Et peut-être, moi, je trouve qu'on devrait aussi faire un effort pour. Alors, c'est ce que j'essaye de faire, mais chacun à notre petit niveau pour expliquer finalement l'Union européenne à quoi ça sert. Là, on a parlé beaucoup de politique et d'avis politique, mais ça va changer quoi dans ma vie si je vote ça ou ça. Voilà, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un travail là-dessus. Travail de pédagogie, Clara. Oui, je suis assez d'accord parce qu'au final, on voit toujours Bruxelles comme quelque chose de très très loin qui n'apporte rien de concret dans la vie et on a du mal à voir où ça mène. Et je pense que d'ailleurs en France, le fait que ça soit peu médiatisé, les sujets européens participent évidemment à ça. En revanche, il y a des choses très concrètes qui se passent dans la vie des Français et je pense notamment par exemple au pacte vert qui a été voté. Enfin bon, pour n'en citer qu'un. Et je voulais revenir aussi sur cette responsabilité collective. Je pense que dans toute cette mayonnaise qui monte, il y a évidemment la part des réseaux sociaux. Et si on prend Jordan Bardella, par exemple, c'est plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Alors, il faut voir aussi qui est l'audience de TikTok, mais c'est une audience qui est plutôt jeune. Et je regardais l'autre jour, c'est aussi près d'une vidéo par jour. En meeting, ou aussi le format TikTok veut ça, mais voilà, alors sur des challenges dans sa vie quotidienne, dans sa routine. Donc je pense que c'est aussi évidemment à prendre en compte. Il est 13h02, passé de 58 secondes, chers amis, c'est l'heure du mot de la fin. Dorian Droy, le mot de la fin. C'est la patate chaude que je refile. Je prends la patate chaude. En switchant un peu de casquette, moi je suis aussi par ailleurs coprésident d'une asso qui s'appelle À Voter et qui fait une campagne en ce moment sur les procurations qui permet de rappeler que le 9 juin, il n'y a qu'un tour, il n'y a qu'un seul jour et quand on n'est pas dispo, on a cette chance en France, enfin chance je sais pas, mais en tout cas il y a cette possibilité de pouvoir porter la voix de quelqu'un ou donner sa voix à quelqu'un d'autre, c'est la procuration. Tous les partis politiques, beaucoup de partis politiques proposent des sites de mise en rencontre entre militants des procurations. Nous, on a créé un site qui est indépendant et qui permet de matcher avec des gens autour de chez soi pour prendre la procuration de quelqu'un ou aider quelqu'un d'autre. Ça s'appelle planprocu.fr. Donc voilà, je fais cette midi pub un peu servicielle. On mettra planprocu.fr dans le chat.fr pour procuration, évidemment. Le mot de la fin. Moi, je redirais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Gardez en tête que pour qu'une liste soit élue, il faut qu'elle fasse 5%. Donc, en fait, toutes les listes ont un petit peu leur chance. Donc, essayez de voir un peu. Il y a des applications qui sont hyper bien faites. Je pense à Adeno pour voir un peu, finalement, de quel candidat je me rapproche le plus. Alors, évidemment, c'est pas une science infuse, mais ça permet de voir avec qui vous partagez le plus d'idées. Et voilà, il faut se dire que si une liste fait 5%, elle a au moins 4 ou 5 eurodéputés. Après, ça dépendra des scores de chacun. Mais voilà, il n'y a pas un duel, il n'y a pas deux forces. Il y a vraiment plein de listes. Il y en a 38 et il y a plutôt du choix. Donc, gardez ça en tête. Clara Bauer. Ouais, et du coup, pour rebondir sur ce que disait Audrey, ne pas hésiter à sortir de ce duel, même si je sais qu'il est extrêmement présent, voire oppressant en ce moment sur la scène politique française, mais ne pas hésiter à sortir de ce duel Renaissance Rassemblement National, parce que les élections européennes, c'est aussi, on le disait, donc plus d'une trentaine de partis avec des idées bien différentes.
https://planprocu.fr et donc dans le chat 13h05 passé de 3 secondes. Merci Dorian, merci Audrey, merci Clara, merci pour vos différentes luminosités, vos limpides lumières, vos sympathies épanchées, merci d'avoir répondu aux questions du chat pendant cette heure qui a passé bien sûr beaucoup trop vite, on aurait pu passer un peu plus de temps et j'espère qu'on en repassera ensemble. On se retrouve très vite pour refaire un point de situation, je vous chasse du plateau, je vous remets entre les mains de Mathis.